Avec cette nouvelle astuce de code JavaScript, nous allons apprendre à masquer les lignes d'un tableau pour lesquelles les termes hébergés ne contiennent pas la suite de lettres tapées par l'utilisateur dans la zone de recherche. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau listant des personnes avec les prénoms et noms accompagnés de la civilité. Il est constitué de 17 lignes pour l'exemple, soit de 17 personnes. Lorsque l'utilisateur tape les premiers caractères dans la zone de recherche située au-dessus du tableau, comme par exemple la lettre A dans un premier temps, suivie ensuite de la lettre N, et bien vous constatez que seules 4 lignes subsistent. En effet, seuls 4 prénoms et noms proposent cette séquence. Et lorsqu'il ajoute une troisième lettre, par exemple de nouveau la lettre N, le filtre exercé par JavaScript restreint les résultats à 2 lignes concordantes. Pour la mise en place de cet étonnant code JavaScript, nous proposons d'appuyer l'étude sur une page web offrant déjà ce tableau ainsi qu'une mise en page par les styles CSS. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le constaterez, la décompression livre le fichier de la page web index.htm accompagné de sa feuille de style dans le sous-dossier CSS. Je vous invite donc à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous trouvons bien le tableau des personnes énumérées, mais à ce stade bien entendu, si vous tapez des lettres dans la zone de recherche, comme celle que nous avons entreprise précédemment, et bien vous constatez qu'aucun filtre ne s'exerce encore. À la racine du dossier de décompression, de nouveau, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. La construction HTML à analyser est embarquée dans un calque balise div associé au style conteneur. La zone de recherche est une zone de texte associée au style zone saisie et elle porte l'identifiant ma recherche comme vous pouvez le voir. Cet identifiant est important pour pouvoir la piloter par le code JavaScript. Durant la saisie, à chaque fois qu'une touche frappée est relâchée, événement onKeyUp, eh bien cette zone appelle la fonction filtrée. Et cette fonction existe déjà dans la section de script tout en bas du code HTML, mais naturellement, elle est vide pour l'instant. Ensuite, son attribut placeholder, donc il convient de remonter, donc celui-ci, eh bien, il est très intéressant puisque le texte guide qu'il affiche dans la zone de saisie s'évapore dès qu'une première lettre est tapée. C'est ensuite que survient le tableau avec l'élément HTML table, il porte l'identifiant tableau. Une fois encore, ce dernier va nous être utile pour récupérer toutes les lignes qu'il contient afin de les parcourir et chercher les cellules qui proposent effectivement la suite de lettres tapées par l'utilisateur. Chaque ligne, c'est-à-dire élément HTML TR, est constituée de 2 colonnes, balise TD. La recherche doit s'exercer sur les noms, donc sur la première colonne de chaque ligne, la première cellule. Pour débuter, nous avons besoin de quelques variables, notamment pour piloter le tableau et ses lignes. Je vous propose donc de venir vous placer dans les bornes de la fonction dans la section de script, et nous allons commencer par déclarer une variable que nous nommons filtre, une suivante que nous nommons tableau, une troisième que nous nommons ligne, une quatrième que nous nommons cellule, et nous allons expliquer quelle est leur vocation respective, une variable i, et ensuite une variable texte. La variable filtre doit être utilisée pour récupérer le texte cherché, tapé dans la zone de saisie. La variable tableau, naturellement, parle d'elle-même, elle doit pointer sur le tableau par son identifiant. C'est ainsi que la variable ligne pourra exploiter l'une de ces méthodes pour stocker la collection de lignes qu'il contient. Grâce à elle, nous allons pouvoir les parcourir toutes et ainsi récupérer tour à tour le contenu des cellules à comparer avec l'expression tapée. C'est la raison de la déclaration de la variable cellule. La variable i est une variable de boucle. Enfin, la variable texte doit servir à récupérer chaque contenu de cellule à confronter avec le terme de recherche. Maintenant, nous devons commencer par stocker, nous l'avons annoncé, le texte de recherche dans la variable filtre. Et comme vous le savez, c'est la méthode getElementById de l'objet JavaScript document qui permet de pointer sur un élément HTML
reconnu par son identifiant. Donc, après les déclarations, eh bien, nous procédons à cette affectation, filtre égal pour pouvoir récupérer ces termes de recherche. Nous l'avons dit par le biais de l'objet JavaScript document et de sa méthode getElementById. Attention à la casse chameau, alors byId et non pas un Y pour les deux dernières lettres. Donc nous récupérons un élément par son identifiant et cette méthode, pour connaître cet élément, a besoin de cet identifiant en paramètre. Il s'agit de la zone de saisie dont l'identifiant est ma recherche. Point value naturellement pour accéder à son contenu. Et là, pour éviter tout problème de casse dans les comparaisons de texte avec les termes de recherche et les termes parcourus dans le tableau, eh bien, nous allons transformer cette information textuelle en majuscule grâce à la méthode JavaScript toUpperCase appliquée sur une chaîne de caractères. Désormais, pour récupérer toutes les lignes du tableau, nous devons commencer par pointer sur ce dernier, naturellement toujours grâce à la méthode getElementById, et c'est ensuite une autre méthode héritée par l'objet ainsi créé qui permettra de récupérer la collection des lignes qu'il contient. Je vais me permettre donc, dans un premier temps, de prélever un fragment de code ici avec la méthode getElementById, et effectivement, c'est dans notre variable tableau, j'anticipe un peu trop vite, donc que nous devons, eh bien, on va dire, stocker, mémoriser cet élément HTML table. Donc, grâce à, encore une fois, notre méthode getElementById, pour pouvoir récupérer ce tableau par son identifiant, je vous rappelle que son identifiant est tableau. Et c'est ainsi, maintenant que le tableau est, on va dire, mémorisé, qu'il est pointé par cette variable, représenté par cette variable, que nous allons pouvoir récupérer la collection des lignes dans la variable ligne, grâce donc à notre variable tableau, mais cette fois-ci, il s'agit de la méthode très précieuse. Alors vous voyez que là je fais des fautes de frappe, alors ce n'est pas possible. getElements, attention au S, car il s'agit d'une collection, il y a plusieurs éléments, by tagName, comme son nom l'indique, donc on va récupérer un élément HTML par le nom de son tag, c'est-à-dire le nom de sa balise, en l'occurrence ici, il s'agit des balises TR que nous mentionnons entre guillemets et donc en paramètre de cette méthode getElementsByTagName. Ensuite, c'est naturellement avec une classique boucle for que nous allons pouvoir partir de la première ligne qui le recèle jusqu'à la dernière. Donc, eh bien, nous poursuivons, nous initialisons notre boucle for qui doit partir grâce à notre variable compteur de la première ligne de cette collection désormais représentée par la variable ligne jusqu'à la dernière. Et comme vous le savez en JavaScript, c'est la propriété length, L-E-N-G-T-H, qui renvoie la taille du tableau. Bien sûr, nous nous arrêtons juste avant eh bien, cette valeur seuil, puisque nous partons de l'indice 0. Et ainsi, nous allons pouvoir parcourir effectivement toute la collection des lignes de ce tableau. Naturellement, nous n'oublions pas de tout de suite borner notre boucle pour pouvoir, dans l'enchaînement, l'implémenter. Ce que nous faisons, à chaque passage, l'objectif maintenant est de pouvoir récupérer eh bien, chaque cellule, et donc eh bien, dans notre tableau de variables, nous pointons, puisque nous sommes dans une boucle for, sur eh bien, la ligne qui est en cours d'analyse par le jeu de l'incrémentation de cette variable compteur i à chaque passage, et donc sur cette ligne, nous devons récupérer un élément de cellule. Donc de nouveau, nous allons exploiter notre méthode getElementsByTagName qui va renvoyer la collection des cellules pour chaque ligne ainsi parcourue. Il y en a 2 par ligne, donc nous le précisons dans un premier temps en paramètre et entre guillemets ce tag. Et comment faire pour pointer sur seulement la première? Eh bien tout simplement avec la notation classique d'un tableau, nous lui indiquons effectivement que c'est l'élément à l'indice 0, c'est-à-dire le premier TD qui nous intéresse. Désormais, à chaque passage dans cette boucle, c'est bien la première cellule de chaque ligne qui est représentée par cette variable cellule. Et ce contenu va changer à chaque passage. Donc avant cela, nous devons le comparer au terme cherché pour savoir si sa ligne doit être masquée ou non. Mais tout d'abord, une sécurité est nécessaire. Je vous propose donc, eh bien, à la suite
du code de cette boucle d'ajouter une instruction conditionnelle pour réaliser un test sur cette variable cellule, et tout de suite nous allons prendre soin de bien borner cette instruction pour ensuite l'implémenter. Pourquoi cette sécurité? Nous parcourons les lignes d'un tableau, nous croisons donc des éléments TD, mais aussi des éléments TR. Et pour que la comparaison à venir ne soit pas compromise et ne fasse pas avorter le code, nous nous assurons que nous sommes bien dans un élément de cellule. Cette variable cellule représente donc l'élément HTML TD, désignant la première cellule en cours d'analyse dans la boucle. Et pour tout élément HTML, la propriété innerText permet d'accéder à son contenu pour le récupérer. D'où la déclaration de notre variable texte que nous allons enfin pouvoir exploiter. Nous l'affectons, texte égale, le contenu de chacune de ces premières cellules parcourues tour à tour grâce à la propriété innerText, toujours avec la cache chameau, c'est-à-dire le T majuscule. Maintenant que les contenus des premières cellules de chaque ligne sont prélevés tour à tour et stockés temporairement dans la variable texte, nous allons pouvoir les confronter au texte de recherche saisi dans la zone d'identifiant ma recherche. Souvenez-vous, son contenu est mémorisé dans la variable filtre. Il s'agit de la première affectation que nous avons faite. Et en JavaScript, c'est la méthode indexOf qui permet de savoir si une expression porte un terme cherché. Elle répond par un indicateur de position. Lorsqu'elle renvoie la valeur -1, elle indique que le terme n'a pas été trouvé. C'est ce que nous devons donc tester à l'aide d'une nouvelle instruction conditionnelle. Donc, à la suite du code, nous réalisons un test, bien sûr, sur notre variable texte qui porte le contenu de chaque première cellule à chaque passage pour éviter les différences de casse dans la comparaison. Nous allons exploiter, là encore, notre méthode toUpperCase. Nous allons donc comparer un texte en majuscule avec un texte en majuscule, sans oublier les deux parenthèses, car il s'agit d'une méthode. Et sur ce texte de cette cellule en cours d'analyse, nous devons savoir si la suite de lettres tapées dans la zone ma recherche est bien présente. D'où l'emploi de la méthode indexOf. IndexOf, oui, que cherchons-nous? Alors, pas de guillemets, puisque c'est une variable que nous allons lui passer. La variable filtre, c'est-à-dire les termes de recherche, la séquence de lettres tapées par l'utilisateur. Est-ce que cette recherche est supérieure à -1. Si oui, cela signifie tout simplement que cette séquence a bien été trouvée dans cette cellule, donc nous allons préparer la branche alors, et dans le cas contraire, nous allons préparer else, la branche sinon. Donc, résumons, si cette méthode retourne bien une position supérieure à -1, nous devons conserver la ligne en cours car elle est concordante, mais dans le cas contraire, le else que nous venons de préparer, nous devons la masquer. Et pour cela, nous devons agir sur l'attribut CSS display de la cellule en cours. Donc nous nous plaçons tout d'abord dans la première branche du if, et là nous pointons bien sur la ligne en cours, toujours par la reconnaissance de la position parcourue dans la boucle, c'est-à-dire cette variable compteur que nous lui passons en paramètre pour pointer sur la bonne ligne. Et nous allons descendre jusqu'à son attribut CSS display grâce à sa propriété style. Et là, nous allons pouvoir l'affecter à vide. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons préparer la branche sinon, le else. Parce que dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque la concordance n'est pas avérée, nous allons régler cet attribut display à none. Dans le cas de recherche successive, c'est-à-dire avec d'autres termes, il va falloir supprimer cet attribut display qui avait été réglé à none dans un premier temps pour pouvoir faire réapparaître potentiellement ces lignes qui désormais deviennent concordantes. Et le fait de le régler à vide n'affecte absolument pas la propriété donc de cet élément HTML qui restera visible. Je vous propose maintenant, il est temps d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, et je vous propose de taper une première lettre comme la lettre A, suivie de la lettre O, et vous constatez que le tableau filtre effectivement automatiquement tous les noms ne proposant pas cette lettre grâce au code JavaScript. Cette fois, seuls subsistent 3 enregistrements, il s'agit des seuls offrant cette succession de 2 lettres dans l'ordre. Pour un code JavaScript relativement simple,
vous en conviendrez, mais un résultat plutôt épatant. Voilà donc, pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombage.fr. Je vous remercie.